On est dans ce temps-là de pandémie épouvantable. On nous a dit pendant des mois et des mois, enfin, c'est plutôt le président de la République française qui a parlé du monde d'après. Je voudrais qu'on Mm. réfléchisse là-dessus. Qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que cette pandémie, est-ce que ce que nous traversez, est-ce que ça va changer un peu nos comportements, nos manières de vivre, porter des masques? Il y a plein de choses qu'on vit comme ça au jour le jour, où on ne sort pas, on est confiné chez soi, on ne reçoit pas d'amis. Bon, alors, ça, c'est une partie du plan personnel, mais aussi des parties au sens social, au sens politique, au sens de nos églises. On fait tout par vidéo aujourd'hui, comme on fait entre nous là. Mm. Comment vous analysez-vous ce qui va se passer après? On fait un peu de prospective, mais c'est gratuit, hein, c'est Ouais, une ouais. discussion, un échange. On verra si l'avenir donne raison. Mais comment vous voyez-vous un peu le temps qui vient après la pandémie, si Dieu permet que la pandémie s'arrête un jour? Ah, si c'est pas les sauterelles avant la fin de la Oui, il y pandémie, aura peut-être puis d'autres choses. Ouais, ouais. Moi, une première chose que je vois par rapport à la culture française avec son institution centrale qui est la bise, c'est que déjà ça, moi, il y a quelques mois, quand en plein premier confinement, je lisais des articles sur cette réflexion de est-ce que ça veut dire que demain on fera plus la bise? J'avais du mal à imaginer ça parce que quoi qu'on en pense, ça reste quand même quelque chose d'éminemment culturel. Et puis, il y a eu un déconfinement, et puis il y a eu le premier monde d'après. Après, en tout cas, ce premier confinement et cette première prise de conscience que la Covid-19, c'est vrai, ça existe, et puis c'est venu jusqu'en France. Et puis, on a arrêté de se faire la bise, en fait, parce que ben, il y Mm. avait ceux qui avaient peur du contact, qui restaient distanciés par peur de se faire contaminer. Il y avait ceux qui le faisaient par respect de la règle, avec les distanciations sociales, les fameux gestes barrières, tous ces nouveaux codes sociaux qui sont venus un petit peu envahir notre langage. Et puis ensuite, il y a eu ben, effectivement le plus de règles qui se sont mises en place avec la rentrée, avec une réalisation que, ah, en fait, les masques, ça va être plus souvent, voire partout, même dehors, même quand tu es seul. Et on fait plus la bise. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Bon, ça va pas de durer. la culture française? Sauf que bon, pour le moment, on est confiné, donc pour le moment, on voit personne. Ouais. Mais quand on voit des gens, en tout cas quand on en voyait il y a quelques semaines avant ce deuxième confinement, ben, on fait un petit peu comme les Britanniques. Il y a ce petit moment de qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se serre la main? Est-ce qu'on se fait un hug à Non, mais on l'américaine? se Est-ce tient à qu'on se distance prend en tout Est-ce cas. que... Ouais. Mm. Et en fait, je me dis, mais c'est peut-être anodin parce que c'est peut-être pas grave, ou alors peut-être que ça l'est. Peut-être que ça l'est parce que ça constituait nos rapports sociaux, cette habitude, voire cette obligation sociale de faire la bise, en tout cas de se rapprocher de l'autre pour lui témoigner, je viens te dire bonjour, je rentre dans ta sphère, on rentre en communication. Et ça l'est plus. Et ça leur sera peut-être à nouveau, mais peut-être qu'on va leur définir. Mais de fait, ça vient modifier nos contacts humains, ça vient modifier notre rapport au corps, ça vient modifier notre rapport à l'autre, à cette histoire de sphère sociale qu'on peut ou non franchir, ces barrières qu'on doit ou non mettre entre les gens. Et donc, je ne suis pas prophétesse, je ne sais pas exactement à quoi va ressembler le monde dans 3, 6 mois, 2 ans, mais je me dis qu'en tout cas, pour le moment, ça, c'est en train de changer et ça peut pas être anodin. On avait discuté de cette thématique-là il y a quelques mois, dans le monde de l'entre-deux, hein, entre les deux confinements au printemps. On s'était dit, est-ce que l'habitude de la bise va disparaître? Et je dois avouer que j'étais très sceptique parce que bon, ça fait des siècles que les gens se font la bise et je ne pense pas qu'un confinement de quelques mois va changer les choses radicalement. Mais c'est vrai, en fait, on se rend compte que cette habitude est en train de disparaître. En plus, ce que je remarque, c'est qu'elle est de moins en moins un réflexe.
et qu'avant que le réflexe revienne, on passera par une période, exactement comme tu le disais, Léa, une période d'entre-deux de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je serre la main? Est-ce que je fais la bise, etc. Est-ce que la personne qui est en face de moi a peur d'être contaminée? Et puis j'ai pensé à un dicton américain qui se traduit en français grosso modo que on ne réalise la valeur des choses que lorsqu'on ne les a plus. Et je pense qu'il y a une chose qu'on a réalisée ces derniers mois, c'est l'importance du contact social, l'importance de la relation. Alors moi j'ai passé des années, ces dernières années, à entendre que l'être humain est un animal social, qu'on a besoin de relations humaines pour vivre. Mais là, on a une expérience sociale à taille réelle qui nous démontre à quel point c'est nécessaire, qui nous démontre à quel point rencontrer des collègues sur le lieu de travail, ça participe au bien-être, qui nous démontre que avoir des cafés, des restaurants, avoir des repas ensemble, toutes ces choses qui pourraient paraître superfétatoires, en fait, sont essentielles pour le sens de notre identité, pour notre santé mentale. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles le deuxième confinement est un confinement partiel. Que les écoles restent ouvertes, que certaines choses restent possibles, parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'est essentiel. Donc ça raconte quelque chose de la particularité de l'être humain. Et je pense que c'est cette réalisation de l'importance de la santé mentale et du contact social qui vient bousculer une conception du monde qui jusqu'ici était assez technique et assez axée sur l'importance du travail, de l'efficacité en économie, etc. Et qui nous explique en fait le lien social, aller rejoindre l'autre d'une manière ou d'une autre, en particulier les personnes qui sont vulnérables, c'est presque aussi important que de faire fonctionner l'économie. Et ça, c'est une découverte. Donc, je pense, en tout cas, j'espère, c'est un prophète de bonheur qui vous parle en cet instant, que le monde d'après sera un monde où on aura mieux réalisé l'importance du lien social et des relations humaines. Est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas dire au niveau social et sociétal, est-ce qu'on n'a pas pris conscience d'une plus grande fragilité de nos sociétés? On se disait, enfin globalement, dans nos sociétés occidentales, on ne pense pas arriver grand-chose, enfin même s'il peut y arriver des accidents personnels, mais nos sociétés ont l'air structurées, bien organisées, même si on sait qu'elles ont toutes des fragilités. Mais là, on a été face à une fragilité qu'on n'avait même pas imaginée. Et ça nous laisse, je ne sais pas, est-ce que ça ne laisse pas un sentiment, d'une manière ou d'une autre, que notre façon de vivre, notre société doit être beaucoup plus réalisée, on doit beaucoup plus réaliser à quel point tout est fragile, à quel point il faut, je sais pas, prendre soin de ce que nous avons, parce que tout peut s'effondrer. Enfin, c'est un peu le sentiment que j'ai moi, mais qu'est-ce que vous en pensez là-bas de l'autre côté de l'Atlantique? Justement, de l'autre côté de l'Atlantique, ouais, ça me rappelle un peu... le mouvement, je n'étais pas là naturellement, mais la Première Guerre mondiale, ça a été vraiment le déplacement du centre du monde, de l'Europe vers l'Amérique du Nord. Là. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais... On est d'accord. C'est à peu près vers la vieille Europe, ça va pour la vieille Europe. Pour la vieille Europe, mais c'est sûr quand vous vous détruisez mutuellement pendant à peu près une décennie au total, c'est ça, c'est difficile de grandir. Mais j'ai l'impression que c'est non seulement une fragilité de nos propres sociétés, mais c'est vraiment des choses qui sont choquantes ou frappantes. C'est de voir comment des pays comme le Sénégal, comme des pays dans l'Afrique de l'Ouest, ont vraiment assuré par rapport à la lutte contre le coronavirus avec des moyens beaucoup moindres, des pays qu'on considérait comme en développement, comme le Vietnam, qui ont été beaucoup plus disciplinés, qui ont eu beaucoup plus de succès que nous. Donc, cette idée-là occidentale où on est habitué, où peu importe la catastrophe, c'est tout le temps nous qui sommes les mieux équipés, les plus résilients. Là, tout d'un coup, c'est presque justement notre avancement ou notre avancement technologique ou bureaucratique qui va avoir eu raison de nous. C'est le fait que notre société, c'est des sociétés où justement on prend les transports en commun, on est très proches, on est peu autonome, on a vraiment besoin les uns des autres, ça a fait que justement le virus s'est propagé plus vite, ça a fait un impact plus fort. Donc, oui, ça révèle notre fragilité, mais j'ai l'impression qu'on ne réalise pas les causes de cette fragilité-là.
Puis de ce que j'entends dans les discours publics, c'est tout le temps, bon, ben, le système de santé est fragile, il faut rajouter de l'argent dans le système de santé, il faut que le gouvernement soit encore plus agressif, soit encore plus investi, alors que une des grandes failles, je pense, dans nos sociétés occidentales, dans la réaction au coronavirus, c'est l'abstraction de la société civile. C'est-à-dire que toutes ces institutions-là entre l'individu qui peut tomber malade ou pas malade du coronavirus et l'État qui est supposé prendre soin de tout le monde, donc la famille, l'Église, tout ce qui n'est pas économique, là, si on veut, ben, ça a été vraiment laissé de côté. C'est pas quelque chose qui est considéré comme dans la solution par rapport au coronavirus. Donc, les solutions sont tout le temps économiques. Quand on confine, ben, c'est quoi qu'on a le droit de faire maintenant? On a le droit de prendre le métro, on a le droit de travailler, mais on n'a plus le droit de voir des amis, on n'a plus le droit de voir de la famille, on n'a plus le droit de donner des soins aux membres de la famille. Ce qui est un peu absurde. C'est vrai que l'État, je ne sais pas dans tous les pays, mais je crois que c'est à peu près général, les États ont une place considérable. C'est vrai ce que tu disais. C'est les États qui ont pris tout en charge. Et alors le pire là-dedans, c'est que les États les plus autoritaires, les plus, oui, j'allais dire, oui, fascistes, enfin, ce n'est pas le mot qu'on peut employer, mais ont le mieux fonctionné. Les États les plus fermes, type la Chine ou d'autres États, ont été beaucoup plus efficaces que les Occidentaux. Et donc, qu'est-ce qu'on déduit de ça? C'est un peu inquiétant, non? Oui, c'est une analyse un peu rapide qu'évidemment, les autorités à la tête de ces États autoritaires vont s'en remarquer. Hein, voilà, donc, ouais, ça fonctionne bien chez nous, c'est parce qu'on est discipliné chez nous et regardez, le Parti communiste prend tellement soin de sa population que… Voilà, c'est un peu rapide et je pense qu'il nous faut résister à ce type de raisonnement. Il faut voir en miroir aussi notre grande facilité à jeter l'opprobre sur les personnes qui nous gouvernent. Et alors, j'ai un parallèle biblique auquel je pense, hein, c'est… les Israélites, une fois sortis du pays de l'esclavage, arrivés dans le désert, un des mots qui revient le plus dans le récit de ces premières années, ces premiers mois libres de l'esclavage, c'est le verbe maugréer, qui est un verbe qu'on n'utilise plus beaucoup en français, mais c'est le verbe de se plaindre. Et c'est le sport favori des Israélites une fois qu'ils arrivent dans le désert, c'est se plaindre. Se plaindre de qui? Se plaindre de leur leader. Et en revisitant ce récit, ça m'a quand même renvoyé à moi-même. Je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on n'est pas dans une situation similaire à ce peuple d'Israël qui erre dans le désert et qui… conscient du fait qu'il est renvoyé à ses propres responsabilités, a pour premier réflexe de se plaindre de ses dirigeants. Alors dans la Bible, Dieu intervient avec des gestes, avec des dons, mais pour nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment une question ouverte. Est-ce qu'on veut rester dans la complainte parce que ça ne se passe pas forcément bien, en fait, pour le peuple, pour les Israélites. On se souvient qu'ils ont erré 40 ans dans le désert, justement à cause de ça. Est-ce qu'on s'en va vers une errance aussi? Est-ce qu'il ne faut pas chercher quelque chose de plus productif ou tout simplement, véritablement, faire face à nos responsabilités? Et pour revenir au début de notre conversation, au fait que il y a peut-être quelque chose de plus… ultime, de plus beau, de plus suprême, un Dieu derrière tout ça. Ce qui me frappe aussi, vous avez raison, on est beaucoup dans la complainte, enfin, tout le monde râle, hein, en France, c'est systématique, tout le monde se plaint, et ce qui me frappe le plus, c'est que moi je vais beaucoup en Afrique, en Côte d'Ivoire, et chaque fois que je reviens, je me dis, mais quel pays de cocagne, enfin l'Europe et la France, enfin, les gens ne se rendent pas compte. Et je me dis, est-ce que ce qui ne nous manque pas vraiment, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Franchement, on n'est jamais dans la gratitude, on ne peut jamais se rendre compte finalement de tout ce qu'on a.
on a tout le temps en train de hurler contre ce qu'on n'a pas, et ce qu'on a, on ne le voit pas. Peut-être est-ce que ce n'est pas là la clé? Est-ce que c'est pas la gratitude qui nous manque le plus, quoi? Je ne sais pas, enfin, je me dis ça comme ça. Ouais. Ça serait vraiment bien que ce qui ressort du coronavirus, la bise va revenir, je suis certain, parce que c'est contagieux. Mais si on c'est peut contagieux, la bise, c'est ça? Non, mais ce que j'espère, c'est qu'il y ait une épidémie de gratitude aussi, que ça change notre caractère pour le mieux. Je ne suis pas si optimiste là-dessus, mais j'espère qu'on va réapprendre à apprécier, se voir, puis être tellement content d'aller au resto entre amis, tellement reconnaissant pour ces moments-là. Mais on peut l'espérer. Hein. Contagieux, je pense que la gratitude l'est aussi. Ouais. Et de la même manière que la plainte est contagieuse, si on vient peut-être contrer les plaintes avec une gratitude, ce sera un virus positif. Mais là, je pense que on va peut-être pas changer le socle de notre culture. Chaque culture a ses aspects positifs, ses aspects un peu moins positifs. Et chaque aspect négatif a aussi son revers qui est positif. Hein. La plainte, c'est aussi une volonté de faire avancer les choses d'une certaine manière. Mais à nous, à chacun, de prendre à bras le corps ce monde de demain et de se dire ce qu'on a envie de le voir, est-ce qu'on va nous-mêmes le mettre en œuvre. Et c'est un bel exercice, je pense, pour chacun, de se dire de quoi est-ce que je suis reconnaissant aujourd'hui, envers qui est-ce que je suis reconnaissant ou reconnaissante. Et puis, on va propager ce virus de la reconnaissance. De la bise de reconnaissance. Bise voilà, de c'est ça. Vive la bise. Saluez les frères d'un saint baiser, c'est ce que ça dit dans le Nouveau Testament. Oui, c'est vrai, Paul le dit ça. Ouais.